Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être présents et nombreux aujourd'hui pour cette conférence sur les politiques durables en Outre-mer. Alors, nous avons pris un tout petit peu de retard parce que nous attendions les derniers intervenants. Nous avons choisi de vous présenter un large panel d'intervenants en Outre-mer. Vous êtes élus, vous êtes responsables, vous les connaissez sans doute pour certains d'entre eux selon les territoires où vous agissez. Nous avons choisi de faire cette conférence en partenariat avec l'ACCDOM et à la fois de faire intervenir des accompagnateurs de l'État ou d'organismes institutionnels comme l'ADEME, mais aussi des élus et puis des gens qui travaillent sur la recherche ou qui accompagnent les politiques en tant qu'association internationale. Je vais présenter nos différents intervenants et puis je céderai la parole à Ferdi Louisi, notre vice-président chargé des questions d'outre-mer aux Écomères, qui pourra vous dire pourquoi et comment nous avons choisi de faire cette conférence. Alors de gauche à droite, sans qu'il n'y ait de préséance, je vous présente Ismaël Nem, qui est directeur des relations institutionnelles d'Eco-Emballage. Eco-Emballage que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous et qui, depuis de nombreux mois, mène des politiques très efficaces, mais vous nous en parlerez tout à l'heure, pour mettre en place le recyclage dans les différents territoires. Antoine Cady, qui est directeur du pôle Relations extérieures, communication et partenariat de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, Ligue de protection qui intervient avec des associations locales en Outre-mer et qui, par ailleurs, vous le savez, a des missions pour préserver la biodiversité dans le monde et en France. À côté de lui, Camille Fabre, qui est représentant territorial de l'ADEME, Nouvelle-Calédonie, qu'on peut remercier chaleureusement parce que pour échanger avec vous, il a fait l'aller-retour. Alors le bilan carbone n'est pas très bon, mais on pensait qu'il était intéressant de faire intervenir un acteur de l'ADEME qui accompagne beaucoup de politiques locales et qui viennent d'un territoire d'outre-mer et qui ne soient pas uniquement en siège à Paris ou à Angers. Ferdi Louisi, que j'ai présenté, vice-président de l'association, maire de Guaya avant Guadeloupe, et que je laisserai s'exprimer. Madame la présidente de l'ACCDOM, que vous connaissez tous, Anima Ibrahima, avec qui nous avons eu le plaisir de co-construire cette plénière aujourd'hui sur les questions de développement durable. Bruno Bessis, assis tout à côté de moi, adjoint chef de bureau de l'aménagement opérationnel au ministère du Logement. Et puis, parce que l'estrade est petite, mais il nous rejoint tout de suite, Monsieur Vincent Renard, qui est au premier rang et qui est conseiller auprès de la direction du programme Fabrique urbaine, Institut du développement durable et des relations internationales. Monsieur Louisi, je vous en prie, quelques mots peut-être pour commencer. Merci Madame Lelièvre. Quelques mots d'abord pour saluer tout le monde, d'abord les conférenciers, les intervenants, également le public qui est présent en nombre ici pour vous saluer, vous remercier au nom de l'association Les Écomères de l'intérêt que vous accordez à une telle thématique, au-delà de l'aspect du développement durable, mais aussi tout ce qui concerne l'aménagement urbain et la gestion des déchets, puisque de plus en plus nous nous orientons vers une responsabilité citoyenne et durable, donc qui dépasse largement notre mission d'élu. 25 ans que notre association travaille, les Écomères, pour faire en sorte que nous puissions mobiliser les réseaux, faire du lobbying, faire avancer les choses, parce qu'on se rend parfaitement compte que c'est à travers les territoires que nous pouvons réussir la plupart des politiques publiques. Et souvent, les stratégies nationales sont définies, mais s'il n'y a pas une stratégie locale, s'il n'y a pas du bas vers le haut, ce sont des politiques qui finissent par être inertes. L'association des Écomères travaille beaucoup pour l'outre-mer et la mobilisation des élus des villes ultramarines sur des problématiques telles que le développement durable ou liées encore plus à la biodiversité semble opportun. Et puis nous avons une ouverture, Maud Lelièvre l'a dit tout à l'heure, sur l'aspect international, ce qui nous permet, notamment sur les Antilles par exemple, de bien nous
nous intégrer et d'échanger avec des pays voisins de la Caraïbe sur des écosystèmes, sur des évolutions des écosystèmes. Et je pense largement à notre problème de Sargasse, avec des pays voisins dans notre environnement proche, puisque notre environnement, même s'il est régi par le droit français, il n'empêche que sur un plan géographique, nous avons des problématiques de biodiversité et d'écosystèmes liés à notre propre fonctionnement. Donc je souhaite, donc, au nom du président de l'association Ecomer, remercier tous les intervenants qui sont ici présents et qui représentent, à mon sens, des acteurs et des accompagnateurs pour les Outre-mer. Donc merci par avance de vos interventions. Merci aussi, Madame la Présidente de la CCDOM, de cette confiance que vous avez nouée dans le partenariat avec notre association Ecomer pour nous permettre d'œuvrer, de porter à connaissance, d'échanger et ensuite d'évaluer toutes les actions que nous aurons à conduire ensemble. Je vous souhaite une bonne conférence et un bon échange que nous souhaitons le plus vif possible entre vous et les responsables qui sont là pour intervenir et vous porter des informations. Merci de votre attention. Merci. Merci Monsieur Louisy. Alors il va nous quitter puisque la bonne surprise de la fin d'après-midi, mais je crois que vous le savez déjà, c'est que la ministre des Outre-mer nous rejoint sur le salon World Efficiency. Elle nous rejoint à la fin de nos débats, donc Ferdi Louisy va aller, selon l'ordre protocolaire, l'accueillir. Et puis nous nous retrouverons d'ailleurs tous ensemble, et vous êtes tous invités sur la remise des prix en fin de débat, ainsi qu'au cocktail d'accompagnement. Monsieur Renard, je vous invite à venir sur scène, de prendre la place de Ferdi Louisy, enfin au moins son siège. Les élus prennent toujours mal quand on essaie de prendre leur place. Et puis on va peut-être commencer, si vous voulez bien passer le micro éventuellement. Vous en avez un à Monsieur Nem. Nous allons commencer et entrer dans le vif du sujet sur les politiques qui sont menées aujourd'hui. On a choisi d'illustrer parce qu'il fallait bien prendre un biais, cela n'était pas évident, d'illustrer peut-être ce qui se fait aujourd'hui et ce qui est assez innovant dans les territoires ultramarins, la question des déchets, du traitement des déchets et des nouvelles politiques qui sont mises en place. Alors, qui mieux qu'Éco-emballage qui opère de façon très efficace à Mayotte, n'est-ce pas Madame la Présidente, à Saint-Pierre-et-Miquelon, n'est-ce pas Madame la Maire, qui d'autre que Éco-emballage pouvait illustrer ces politiques innovantes. Donc je vous laisse la parole. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler comment vous êtes devenu intervenant en Outre-mer et quels sont aujourd'hui les résultats et les perspectives? Merci beaucoup. Donc, je voudrais reprendre peut-être les mots du président en disant responsabilité citoyenne et durable. Et Éco-emballage, donc juste pour en quelques mots rappeler qui nous sommes, Éco-emballage est né en 1992, c'est une entreprise privée. Et à l'époque, les pouvoirs publics ont décidé de faire un pari incroyable qui n'aurait peut-être plus pu être fait aujourd'hui parce que notre monde a changé, de confier à une entreprise, à l'ensemble des entreprises metteuses sur le marché, une responsabilité, c'est-à-dire de permettre à chaque consommateur de diminuer son impact sur l'environnement. C'est comme ça qu'est né Éco-emballage. Aujourd'hui, Éco-emballage, c'est 50 000 entreprises qui sont mutualisées et qui offrent la possibilité à chaque consommateur de pouvoir mettre les emballages, donc c'est-à-dire leurs bouteilles, flacons, etc., dans une poubelle de recyclage pour faire en sorte qu'elle devienne une nouvelle matière. Donc on est passé de 1992 à la gestion d'une problématique de déchets à aujourd'hui la gestion d'une richesse, une nouvelle ressource qui sont cette nouvelle matière, que ce soit le verre, que ce soit le plastique ou les métaux. Alors la problématique de l'outre-mer est extrêmement intéressante parce que il y a deux éléments forts que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Responsabilité citoyenne et durable. Responsabilité, ça veut dire qu'à un moment, dans des territoires spécifiques, il faut savoir innover et ne pas avoir peur d'expérimenter, de ne pas faire et de ne pas reproduire, y compris les erreurs de la métropole. C'est ce que nous avons souhaité initier dans le cadre d'un plan de relance du recyclage qu'a souhaité Éco-emballage. Notre conseil d'administration a souhaité investir 90 millions d'euros sur l'ensemble des territoires français et ultramarins pour pouvoir quelque part changer la donne
casser les schémas habituels et pouvoir inventer le modèle de demain. Je me relie au thème d'aujourd'hui, chère Maud. L'aménagement urbain et la gestion des déchets, c'est quelque part acter le fait que ce qui était déchets avant et qui était sale et qu'on cachait dans une arrière-cour, aujourd'hui devient une ressource et doit être valorisé à l'intérieur de la ville. La ville de demain devra être une ville qui, quelque part, permettra à chaque citoyen d'être fier d'un geste qui est gratuit, mais qui, quelque part, génère derrière des emplois, des ressources nouvelles et, aujourd'hui, on le sait, qui contribuent tous les jours à la lutte contre le réchauffement climatique. On a démontré, la Caisse des dépôts et consignations a démontré qu'au travers de chacun d'entre vous, quand il fait ce petit geste de trier ses emballages ménagers, c'est 2 millions de tonnes de gaz à effet de serre qui sont économisées chaque année en France, l'équivalent d'1 million de voitures en circulation, qui est ôté, entre guillemets, du trafic, grâce à ce petit geste gratuit qui, quelque part, est aujourd'hui notre contribution à tous à cette cause mondiale qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, dans les territoires ultramarins, ça s'est concrétisé par 4 millions d'euros qui vont être investis l'année prochaine à partir d'aujourd'hui sur des projets qui ont été faits par les acteurs locaux et dans une dynamique qui est une dynamique d'efficacité et de sobriété. Aujourd'hui, transformer la ville, ça veut dire qu'un euro investi dans le développement durable, qu'il soit privé ou public, ça doit être un euro sobre et efficace. Donc aujourd'hui, on se projette et tous les projets qui ont émané des territoires le montrent bien, c'est de l'apport volontaire, mettre au cœur de la ville la captation de cette nouvelle ressource. C'est demain matin faire que dans les territoires d'outre-mer, on aille chercher 7000 tonnes de matières supplémentaires, donc c'est-à-dire augmenter de quasiment 25% le taux de recyclage dans les territoires d'outre-mer. Et par cet argent investi, mais ce n'est pas parce que c'est de l'argent, c'est parce que ça a été fait avec les acteurs locaux dans cette dynamique territoire, entreprise éco-emballage, et en intelligence, c'est-à-dire en comprenant les besoins des gens et en allant chercher auprès d'eux cette énergie de vouloir changer les choses et de servir une cause qui les dépasse. Aujourd'hui, on a cette ambition avec l'ensemble des acteurs d'augmenter de 25% le taux de recyclage. Et pas seulement dans les endroits touristes, si vous m'excusez la brutalité des choses, mais on a de très très beaux projets dans des quartiers difficiles, dans des quartiers avec des bailleurs sociaux, et on est très fiers de ça. Alors peut-être quelques exemples concrets quand vous parlez de quartier ou de ville. Je sais que vous avez de multiples approches. Alors, très difficile de faire des choix dans les exemples, donc je vais peut-être en citer un ou deux. À Saint-Martin, par exemple, il y a eu la volonté de doubler les performances du recyclage, donc en investissant avec un doublement des colonnes d'apport volontaire. À Saint-Martin, il y en avait 45, on va passer à 96 bornes d'apport volontaire. Et sur les emballages légers et sur le verre, on va tripler le nombre de colonnes, avec le recrutement de 6 ambassadeurs du tri. Je cite ce projet parce que les chiffres sont extrêmement forts et ça donne la dimension de l'ambition qu'on a portée avec Saint-Martin. Au-delà de ça, c'est pour vous montrer le triple aspect de ce qui a été fait dans chacun des territoires. C'est-à-dire qu'on a beau investir dans du dispositif, c'est au travers de l'homme que tout travaille. Donc l'essentiel, c'est l'investissement dans les ambassadeurs du tri, dans la communication et dans impliquer le citoyen. Je pense que fondamentalement, ce qu'on a appris de ces 20 ans d'expérience à Éco-Emballage et avec toutes les collectivités avec lesquelles on a travaillé, c'est qu'on ne peut plus concevoir une politique de développement durable pour les gens. Il faut le faire avec les gens. Pour les gens, ça veut dire qu'on reproduit des systèmes qui coûtent cher, profondément, et qui quelque part ne sont pas efficaces. Aujourd'hui, notre responsabilité, nous, en tant qu'entreprise qui assume la responsabilité élargie du producteur et les collectivités qui ont cette responsabilité vis-à-vis du citoyen, donc c'est de réunir le consommateur et le citoyen et d'agir avec eux et non pas pour eux, parce que sinon ça ne marchera pas. Alors, à Mayotte, c'est une situation un petit peu particulière, mais où on a appris énormément. À Mayotte, on a décidé avec la collectivité unique de pourvoir, c'est-à-dire que nous avons
avec les autorités locales, investi l'ensemble, nos moyens, c'est-à-dire en investissement et en fonctionnement, sachant que dans l'ensemble des autres DOM en majorité, on passe par les collectivités locales et donc on paye à la tonne, entre guillemets. À Mayotte, on a beaucoup appris parce que, le mot tri n'existait pas. Et donc on a travaillé avec des linguistes, l'ensemble de la population, pour faire émerger cette notion de tri. Pourquoi c'était important? Parce que fondamentalement, on est dans une logique de barrière à la pollution. Rien ne sert demain dans des territoires qui accèdent à la consommation ou des territoires qui petit à petit, des territoires qui accèdent à la consommation, de stocker des énormes décharges ou etc., et ensuite de dire on va réparer. Le tri concrètement aujourd'hui, c'est une barrière à la pollution immédiate, notamment sur la question des plastiques. Et à Mayotte, donc on est parti de cette démarche-là avec la population, d'essayer d'inventer un mot. Ensuite, et de le faire partager. Et là, les collectivités, la population, on s'est beaucoup appuyé sur le tissu associatif et sur les enfants, parce que la génération de demain, en fait, est celle qui éduque celle d'aujourd'hui. Et on le voit en métropole comme partout dans tous les territoires français, c'est la génération de demain qui éduque celle d'aujourd'hui. Et tout l'investissement qu'on fait sur les enfants aujourd'hui pour leur expliquer à quoi ça sert, ils voient bien que la planète en a besoin. Merci. Alors, je propose justement qu'on aille du côté de Mayotte, où Madame la Présidente est élue, elle est maire, pour que vous puissiez nous faire part, vous, de votre retour en tant que responsable politique, de l'arrivée du tri des déchets, mais aussi des attentes de la population pour la suite, peut-être, et puis au-delà, des conseils qui pourraient être donnés aux élus ultramarins. Merci beaucoup. Merci, Maud. Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie au Combelage que nous avons bien sûr un vrai partenariat depuis cette année. Et puis, encore une fois, c'est un vrai partenariat très fort puisque nous logeons, encore une fois, je l'ai dit, mais je le redis, chez vous. Et c'est un vrai plaisir que nous puissions collaborer et organiser ces congrès. Et en parlant, je vais d'abord parler de la CCDOM. La CCDOM a toujours œuvré en faveur de l'environnement, biodiversité, développement durable, depuis des années. Et je me rappelle dans ses débuts, moi qui venais de Mayotte, j'étais très loin, on ne parlait pas du tout de ça. Et je me dis, mais c'est pas logique, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas normal. Moi, je voudrais avoir une route plutôt de... Qu'est-ce qu'on me parle, moi, d'études d'impact Donc, toutes ces choses-là étaient quelque chose d'inconnu pour moi. Et aujourd'hui, je félicite encore une fois et fortement cette initiative d'échange, parce que l'association a été créée pour pouvoir échanger, nous, ultramarins, nos problématiques. Et là, on voit aujourd'hui, c'est une reconnaissance. Elle n'est plus contestée, cette reconnaissance de la CCDOM, de tout ce qu'elle œuvre pour la biodiversité et l'environnement. Cette reconnaissance n'est pas contestée, elle est même confirmée, puisque notre congrès est labellisé COP21. Donc, à l'approche en quelques semaines, de toute façon, la COP21, je me réjouis encore une fois de ce travail qui a été mené pendant plusieurs années. Parce que là, aujourd'hui, on en parle, là, j'arrive à comprendre. Mais les débuts, il y a 6 ans, 8 ans de ça en arrière, pour moi, le développement durable, les écosystèmes, ça ne me parlait pas beaucoup. Aujourd'hui, un autre partenariat est créé. C'est celui avec Éco-emballage. D'abord avec la CCDOM et en particulier avec Mayotte où nous avons beaucoup à faire. Beaucoup à faire, pourquoi? Parce que lorsqu'aujourd'hui vous parlez de tri au niveau national, parce que vous collectez déjà les déchets. Donc là, c'est la qualité que vous cherchez à trier, le fer à part, le plastique à part, le verre à part, etc. Mais nous qui parlons, quand je parle de notre territoire, d'un vrai problème de collecte, là encore, nous allons mieux faire que vous au niveau national. Pourquoi? Parce que nous allons tirer les conséquences des autres et faire mieux. Voilà, pour moi, un vrai message, un vrai défi que je lance. Pourquoi je le dis? Parce que nous allons travailler, et nous avons déjà commencé, dans la commune de Chirongui, à travailler depuis le primaire, des actions de sensibilisation et d'éducation, dans nos écoles,
ce que nous n'avons pas fait auparavant au niveau national, mais ce que nous savons faire aujourd'hui, parce que là encore, nous tirons les conséquences du passé. Avec les élèves, nous allons leur apprendre pourquoi trier et pourquoi apprendre à vos parents de trier. Qu'est-ce que ce produit va ensuite nous rapporter? Aussi bien par rapport à notre lagon, mais par rapport à des coûts. Parce qu'un produit qui a été trié, revalorisé, peut être réutilisé, mais à un coût moindre. Voilà un moyen pour nous au niveau de nos territoires ultramarins auxquels tout est cher. Lorsqu'on veut investir rien qu'un mobilier urbain, on n'arrive pas à le faire parce que ça coûte très cher. Donc voilà un moyen d'expliquer aux élèves. Le fait de trier, ça va nous permettre de recycler et de revaloriser ce même produit et d'arriver à le réutiliser sur un autre domaine. Ça sera du mobilier urbain, par exemple. Ce sera une table. Ce sera... Voilà des moyens de défi. C'est pour ça c'est un vrai défi pour nous. Et on lance pour que demain, Mayotte soit au premier rang des vrais, je dirais, pas des élèves, mais des enseignants sur l'aménagement urbain et la gestion des déchets. Ça veut dire que nous allons concilier les deux lorsque nous allons organiser nos aménagements. En même temps, nous allons organiser comment collecter, puisque nous ne savons pas collecter, on va apprendre, et comment trier, puisque là aussi, nous apprenons pour que ça soit fait en même temps, mais de ne pas attendre une centaine d'années plus tard, comme au niveau national, pour dire maintenant il faut trier. Ça sera fait en même temps. C'est le souhait et c'est le challenge pour nous, territoire ultramarin. Quand je parle de Mayotte, parce que c'est le territoire que je connais, c'est tout à fait normal. Et puis les autres, je ne fais que passer, je vois, mais je ne sais pas les vraies problématiques. Mais à travers cette présidence, bien sûr, j'apprends de plus en plus à connaître, c'est l'objectif d'ailleurs, c'est ça ce que j'ai dit en amont. Donc avec le temps et le lancement de cette COP21 et tout ce développement et en même temps toute cette énergie que les ultramarins mettent en place, c'est vraiment pour faire mieux qu'au niveau national parce que nous sommes capables de faire. Et je crois en vous. Merci aux écomères, merci à la CCDOM et merci aussi Éco-Emballage ainsi que les différents partenaires. Merci Madame la Présidente. Alors, on va quitter Mayotte, on va aller encore un peu plus loin du côté de la CCDOM, en Nouvelle-Calédonie. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez nous parler et avoir votre regard en tant qu'accompagnateur, en tant que représentant de l'ADEME. Et on sait et on connaît les difficultés des politiques parfois lorsqu'elles sont éloignées de Paris, non pas parce qu'elles sont moins intéressantes, mais parce qu'elles sont parfois plus difficiles à faire comprendre à Paris. Justement, comment vous mettez en place des choses, des outils, et vous essayez un peu de dépasser aujourd'hui tous ces outils qui sont bien connus mais relativement étanches. Et on accueille sur scène Guy Geoffroy, président de l'association, député maire de Comble-la-Ville. Je vous laisse la parole, Monsieur Fabre. Madame la déléguée générale, merci d'abord de nous inviter à intervenir. C'est à la fois un plaisir, une opportunité, et aussi une responsabilité d'être aujourd'hui le représentant non seulement de la Nouvelle-Calédonie, mais du Pacifique, je crois. Oui, on n'a pas pu faire venir tous les territoires à la tribune. Oui. C'est vrai que la Nouvelle-Calédonie est dans un contexte institutionnel tout à fait particulier, qui lui vaut que Éco-Emballage n'intervienne pas du reste. Exactement, on n'a pas le plaisir de travailler avec Éco-Emballage. Du coup, c'est vrai que sur ces questions-là, moi je retiens des deux présentes d'intervention, notamment Éco-Emballage disait ne pas avoir peur d'innover et se différencier de la métropole. Un peu proche, d'accord. D'accord. Ok. Ah, c'était l'antenne. Ok, là vous m'entendez ? Donc ne pas avoir peur d'innover et se différencier de la métropole et pas se différencier pour se différencier, mais pour prendre en compte les réussites et parfois les moindres réussites qui proviennent de métropole. Et puis Madame la Présidente faisait preuve de beaucoup d'ambition et effectivement d'ambition, et l'ambition qui est celle, du coup, la thématique de notre atelier, de concilier ces deux sujets qui sont ceux de l'aménagement urbain, la politique de la ville, quelque part, et la question des déchets. Chose que, effectivement, dans nos villes plus anciennes,
La question du déchet est arrivée, je ne vais pas refaire l'histoire de la rudologie, mais est arrivée plus tard. Et on commence à peine, hein, j'ai envie de dire, à intégrer ces préoccupations de manière intégrée et non de manière dissociée. Effectivement, Maud, vous m'interrogez à ce sujet-là. On a une certaine étanchéité des dispositifs d'aménagement urbain. Alors, je ne vais pas citer tous les dispositifs d'aménagement urbain existants, hein, mais on a les lotissements, les aménagements de type ZAC, zone d'activité, zone d'aménagement concerté, les plans locaux d'urbanisme. En Nouvelle-Calédonie, on parle de plans d'urbanisme directeur. On se différencie toujours un peu, mais c'est un peu comme un superpos, plan d'occupation des sols. Donc tout ça existe, hein. Il y a des dispositifs qui sont connus, qui se mettent en œuvre, de planification et d'aménagement urbain. Et on a en parallèle les politiques de gestion des déchets qui évoluent quand même de manière un peu distante. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'en ai. On a des plans départementaux d'élimination des déchets ou de prévention des déchets. On a des plans régionaux. On a des appels à projets, hein, territoire zéro gaspillage, zéro déchet, que le ministère a lancé il y a peu de temps. Et ces démarches-là, elles évoluent de manière quand même assez en parallèle, sans être véritablement intégrées. Et c'est un vrai enjeu, je crois, sur des sujets, et là je vais citer ce que nous disait récemment le DGST, directeur général des services techniques de la ville de Nouméa, c'est que la question des déchets est intimement liée à la vie de la cité. Hein, je crois, vous êtes tous élus ou techniciens de collectivités ou départements d'outre-mer. Vous le vivez au quotidien. La question du déchet et de la salubrité, c'est quelque chose d'intimement lié à la vie de la cité. C'est quelque chose qui touche le public, qui touche les administrés au plus proche de leur vie quotidienne. Et c'est aussi vrai sur l'aménagement urbain. Alors, certains élus disaient qu'on gagnait les élections avec la question des nids de poules sur la chaussée. C'est symptomatique du fait que c'est aussi un enjeu important, non seulement pour les élections, mais pour les populations, d'avoir un aménagement urbain de qualité. Donc deux sujets très liés à la vie de la cité et qui pourtant, nous avons le sentiment qu'ils évoluent de manière parallèle et non de manière intégrée. Alors j'avais préparé un support, mais je n'aurai pas le temps de le développer. Donc, et Combalage est intervenu sur les spécificités de la gestion des déchets en contexte ultramarin. On pourrait rajouter, en termes de spécificités qui concernent tous les outre-mer sur la question de la gestion des déchets, c'est l'insularité, y compris pour la Guyane, qui est une insularité au sein de la forêt amazonienne, si je puis me permettre. Excusez-moi pour les Guyanais, je fais peut-être un raccourci. L'éloignement et du coup la difficulté à structurer des filières. Hein, je crois que c'est une problématique commune à la gestion des déchets. Et puis s'y ajoutent des pratiques sociales et culturelles, Madame la Présidente, vous l'évoquiez, qui effectivement sont différentes de la métropole et sont différentes dans chacun des outre-mer qui a ses spécificités. Alors, le propos que je voulais illustrer, c'est comment parvenir à faire concilier, puisque c'est ça le sujet de notre atelier, qui est, je pense, un sujet vraiment innovant, pas que pour l'outre-mer. Je pense qu'en métropole, on doit se poser ces questions-là, de construire la ville en intégrant la préoccupation des déchets. Comment se concilier les deux? Dans le cadre de la mise en place d'un plan local d'urbanisme, c'est vrai je vais reprendre mes notes pour être certain de ne pas oublier, mais je serai vigilant de ne pas être trop long, ne vous inquiétez pas. Sur un plan local d'urbanisme, il nous sera intéressant de voir les opportunités foncières qui se présentent pour prévoir dans ce plan d'urbanisme directeur les zones qui seront dédiées à des activités de gestion des déchets. Ça, c'est assez évident. Donc on pourra réserver des emprises foncières pour des infrastructures structurantes ou à l'échelle du trottoir, hein, parce que c'est là que la question se pose. On pourra envisager l'intégration de servitudes liées à l'implantation des équipements. On pourra envisager des prescriptions aussi relatives aux parcellaires et aux bâtiments et aux aires de stockage des déchets. Donc ça, c'est des points tout à fait opérationnels qui montrent que les deux sont étroitement liés. À l'échelle de l'aménagement, on pourra envisager, par exemple, sur une zone d'activité... le micro. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi je le prends ici, toujours. À l'échelle d'une zone d'activité, on pourra envisager, par exemple, des zones déchets où on va mutualiser les équipements de type déchetterie pour les entreprises. Ça, c'est des choses qu'on peut penser dès l'élaboration du plan de masse.
Donc l'élaboration d'un plan de masse pour développer de l'activité, on oublie trop souvent que de l'activité va générer du déchet. De l'habitat va générer du déchet. De la même manière, à l'échelle d'un quartier, d'un lotissement, on devra dès le départ essayer d'intégrer le fait que les habitants vont générer des flux de matière. Ils vont avoir des besoins énergétiques, mais ça je ne développe pas, ce n'est pas le sujet. Et ces flux de matière qu'on appelle déchets devront faire l'objet d'une collecte. Donc dimensionner ne serait-ce que la voirie aux équipements de collecte et les bennes à ordures ménagères, ce sont des éléments de bon sens. Mais force est de constater qu'on peut parfois oublier, on pense souvent au gabarit de la voirie lié au service incendie, parce qu'il y a des contraintes de sécurité qui sont importantes. La question du déchet, il faut forcer de constater qu'elle n'est pas systématiquement abordée. Alors pour conclure, parce que je crois qu'il y a d'autres intervenants qui sont prévus derrière moi et qui ont des choses très intéressantes à vous dire, moi je voulais conclure sur une perspective. Une perspective qui est un mot peut-être à la mode en ce moment, qui est celui de l'économie circulaire, mais je ne pouvais pas envisager cette question d'aménagement urbain sans évoquer la question de l'économie circulaire. C'est un sujet qui est neuf aussi. Pour tout vous dire, hier j'ai reçu un rapport de nos services centraux de l'ADEME sur la question de l'économie circulaire et l'application à l'aménagement et à la planification urbaine. Ce sont des réflexions que nous commençons à mener à l'ADEME et qui sont initiées aujourd'hui. C'est vraiment un sujet sur lequel on a matière à progresser à l'échelle métropolitaine et ultramarine. Et donc ce rapport de 100 pages que j'ai parcouru cette nuit, mais dont je ne peux pas vous livrer l'ensemble des détails, en fait, j'en retiens que l'économie circulaire, c'est une réflexion que je ne vais pas redéfinir maintenant, mais c'est une notion qui nous permet aujourd'hui, à l'échelle de l'aménagement urbain, qui vous permet à vous, acteurs des territoires, de mettre en pratique le développement durable. C'est vrai que le développement durable est une notion ancienne, sur lesquelles on a parfois des difficultés à trouver de la consistance. Et là, on a l'occasion, avec la question de l'économie circulaire, de la gestion des déchets, de l'aménagement urbain, j'ai essayé de citer des exemples très concrets qui font que les deux sont vraiment étroitement liés. Et il vaut mieux, effectivement, anticiper cette question de la gestion des déchets plutôt que de la subir. Et je conclurai en fait sur la notion d'écosystème, en fait. L'économie circulaire nous amène à repenser la ville comme un écosystème. Et j'illustrerai le propos. Un écosystème dans lequel on va essayer de fermer la boucle. Alors si je prends un exemple sur lequel je conclurai, en matière d'aménagement urbain, on va créer des espaces. On va créer notamment des espaces publics et parfois des espaces verts. On va créer de l'habitat aussi, du logement. Et donc l'espace vert, il va générer du déchet vert. Les habitants, ils vont générer des déchets de cuisine. Là, je ne suis pas sur le flux de déchets qui concerne l'éco-emballage, mais plutôt sur la matière organique. Ces habitants, ces espaces verts, il va falloir traiter les déchets verts. Et ce qui nous intéresse dans la logique de l'économie circulaire, et ce que je trouve vraiment, en termes de concept et d'application aussi tout à fait novateur, c'est qu'on va essayer, au lieu de faire sortir ces déchets du périmètre et de l'écosystème, on va essayer de les intégrer dans l'écosystème. Et le déchet vert ou le déchet de cuisine est intéressant parce qu'il peut être traité localement. Via du compostage domestique, via du compostage de quartier, via du broyage et de la gestion du déchet vert sur site. Cette matière organique, ce déchet vert, il va lui-même devenir, une fois composté, je fais court, un engrais ou un amendement organique. Cet amendement organique, il peut être utile sur les sols des jardins, des habitations, ou pour être utilisé sur les espaces verts publics. Et c'est là qu'on a bouclé la boucle. Et c'est ça la force de ce principe de l'économie circulaire appliqué à l'aménagement urbain, c'est qu'il nous permet que nos déchets, et particulièrement le déchet organique, il reste dans cette boucle fermée, dans le périmètre de l'écosystème urbain. Je trouve que ce sont des notions qui sont intéressantes et qui nous permettent, moi je travaille depuis 15 ans sur ces sujets du déchet et plus récemment de l'aménagement urbain. Et vraiment, en tant que professionnel du sujet, ça m'a amené intellectuellement, mais aussi opérationnellement, à re-questionner nos pratiques, à nous, et la façon dont on accompagne les collectivités, notamment dans les départements et territoires d'outre-mer. Mais vous voyez que cette réflexion-là, elle n'est pas spécifique au monde ultramarin. On doit se la poser aussi entre guillemets des territoires qui sont plus avancés, enfin c'est pas le terme, mais sur lesquels les politiques d'aménagement urbain sont plus développées.
Donc, voilà. Merci pour ces témoignages. Et on retrouve donc l'ADEME dans l'ensemble des départements et territoires d'outre-mer. Ah oui, bien sûr. Oui. Alors nous sommes présents, bien sûr. Pas qu'en Nouvelle-Calédonie, bien sûr. J'en profite, effectivement, j'ai pas fait la page de publicité, mais oui, l'ADEME est présente et vous accompagne dans tous les départements et territoires d'outre-mer. Nous avons des équipes dans les territoires, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, qui sont un peu plus modestes, mais on a la même ambition, vous le voyez, la même motivation d'accompagner les acteurs. On est dans des politiques contractuelles et partenariales encore plus étroites, parce que, notamment sur Polynésie française et Nouvelle-Calédonie, les compétences liées à la politique énergétique et environnementale sont déléguées directement au territoire, au pays. Merci et merci d'avoir fait les longues heures d'avion pour venir échanger avec nous aujourd'hui. Alors, je me tourne vers le ministère du Logement, Monsieur Bruno Bessis, avec qui ministère du Logement, avec lequel l'association Les Élcomères a la chance de pouvoir travailler depuis plusieurs années, notamment sur le recueil de données en matière d'aménagement et d'envie, avec qui nous sommes en préparation de séminaires à partir de l'année prochaine, après la COP21. Il y a beaucoup de choses qui auront lieu après la COP21 cette année. Je vous cède la parole et peut-être compléter et détailler ce qui a été dit par votre collègue sur les questions d'aménagement. Merci Maude. Merci aux Écomères de nous donner cette possibilité au ministère. Donc moi-même en tant que représentant du ministère, donc cette possibilité d'intervenir au cours de cette table ronde. Donc effectivement, je représente le ministère du Logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, ministère qui porte en complémentarité avec le ministère de l'écologie et du développement durable, donc ministère qui porte les politiques en faveur du développement durable et qui notamment intervient outre-mer au travers de ses services, donc les DEAL, les directions départementales qui sont présentes sur le terrain pour vous accompagner. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de vous parler de déchets, avant de vous parler même de développement durable, j'aimerais revenir sur cette idée. C'est plus qu'une idée, sur cette politique qui est portée par mon ministère depuis des années maintenant, qui est qu'on doit résolument aujourd'hui aller vers un urbanisme de projet. Ça veut dire quoi un urbanisme de projet? Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est le projet qui doit faire l'aménagement. Ça n'est pas la règle, ça n'est pas la réglementation qui doit faire l'aménagement, mais c'est bien le projet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dire que c'est le projet qui va faire l'aménagement, ça veut dire qu'on doit sortir de ce cercle, on doit sortir de ce cercle qui fait que aujourd'hui nos territoires, y compris ultramarins, j'étais en déplacement aux Antilles il y a relativement peu de temps, j'ai survolé la Martinique et la Guadeloupe. Certes, on a fait beaucoup de mal sur les territoires métropolitains avec ces lotissements qui ont, vous connaissez sans doute ce chiffre, on dit que tous les 10 ans, on grignote, on urbanise un département métropolitain. Donc c'est absolument énorme. Ça veut dire qu'on grignote au fil des années nos zones naturelles, nos zones agricoles. Et donc en survolant les départements d'outre-mer, en tout cas aux Antilles, c'est assez frappant de voir comment le mitage est venu grignoter toutes ces terres naturelles et ces terres agricoles. Cela dit, vous le disiez, Madame la Présidente, on va faire en sorte d'éviter dans les départements et les collectivités d'outre-mer certaines erreurs qui ont été faites en métropole. Vous avez raison, et on va mettre en place les outils pour essayer de lutter contre ce mitage des territoires. Je reviens donc sur cette idée que l'urbanisme, ça ne doit pas être un urbanisme réglementaire, mais que c'est bien le projet qui doit conduire l'urbanisme. Ça veut dire qu'il faut effectivement arrêter de grignoter les terres à coup d'opportunités foncières, à coup de un promoteur qui vient, qui fait une proposition et donc tiens, on décide d'ouvrir une zone à l'urbanisation. Il faut sortir de cette vision et il faut résolument construire des stratégies de développement territorial. Il faut que vous, les élus qui avez cette responsabilité, vous puissiez construire cette vision de votre territoire à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans et pourquoi pas à 20 ans. Alors aujourd'hui, il y a des outils qui existent. On peut revenir sur l'outil de base de planification qui est le PLU, le plan local d'urbanisme et évidemment le PADD. Donc là, on retrouve toute cette notion de projet et de planification et de stratégie du territoire. Alors je rebondis sur un terme que tu as utilisé, Camille. Tu as utilisé le terme intégré. Le discours que l'on porte au sein du ministère depuis quelques années, alors ce terme d'intégrer est un peu compliqué, on va l'expliquer, c'est de dire que cette vision
du territoire, cette projection du territoire, comment imaginer son territoire 20 ans, 30 ans, 50 ans plus tard, hein, quand on parle de réduire par 4 les émissions de gaz à effet de serre en 2050, ça veut dire qu'il faut quand même se projeter, avoir une vision de son territoire à 30, 40 ans et 50 ans. Tu as utilisé ce terme d'approche intégrée, et je réinsiste sur ce terme d'approche intégrée. Pour construire cette vision du territoire, pour se projeter dans l'avenir, il faut absolument aujourd'hui changer de vision dans l'aménagement du territoire, sortir d'une approche sectorielle de l'aménagement pour aller vers une approche intégrée. C'est-à-dire que dans cette vision du territoire, on est obligé d'avoir une vision sur l'ensemble des thématiques. Il va falloir qu'on réfléchisse en même temps à la construction de logements, bien entendu, mais il faut réfléchir aussi aux déchets, comment on traite les déchets, il faut réfléchir aux flux énergétiques, il faut réfléchir bien sûr aux énergies renouvelables, etc., etc. Le principe donc, la philosophie presque de l'approche intégrée, c'est de dire qu'on arrête de réfléchir thématique par thématique, on réfléchit globalement. Chacune de ces thématiques se renvoyant, l'objectif étant évidemment de progresser et d'avancer sur chacune de ces thématiques. Alors, bien sûr les déchets, le sujet des déchets est au cœur de cette approche intégrée, puisque chacune de nos activités produit des déchets, mais vous le disiez, Monsieur Nem, tout à l'heure, l'objectif, c'est de ne plus cacher des déchets, mais de faire de nos déchets une matière première, et une matière que l'on collecte, que l'on récupère et que l'on valorise. Alors j'en viens maintenant aux outils. Je vous parlais des outils de planification, que sont le PLU et au sein du PLU, le PADD. Et pour mettre en œuvre ces politiques, on a développé le ministère, mais pas le ministère seul, le ministère avec ses partenaires, les écomères sont nos partenaires, on l'a dit, mais l'ADEME, etc., les partenaires collectivités, bien sûr, qui ont travaillé avec nous. On a développé une méthode, la méthode écoquartier, la grille écoquartier, avec un label écoquartier. Alors, ça n'est pas une nouveauté pour vous, collectivités d'outre-mer. Vous travaillez déjà sur des sujets d'écoquartier. Il y a déjà des projets d'écoquartier dans les départements d'outre-mer, mais également dans les collectivités d'outre-mer. Et le sujet des déchets et bien sûr, alors c'est un des engagements de cette démarche écoquartier, de ce référentiel écoquartier qui s'articule autour de 4 dimensions et 20 engagements, et bien sûr le sujet des déchets, la réduction de la production des déchets est un des sujets, est un des engagements de cette charte écoquartier. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces écoquartiers, il y a des solutions innovantes qui émergent. Alors, il y a encore quelques années, on ne voyait pas encore de points de collecte des déchets. Aujourd'hui, les points de collecte des déchets sont très classiques, en tout cas dans tous les écoquartiers aujourd'hui, il y a des points de collecte des déchets. Il y a des collectivités qui vont plus loin, c'est-à-dire qu'elles organisent cette collecte des déchets. Donc dans ces points de collecte, il y a des capteurs. L'idée étant que ce n'est pas la peine d'envoyer un camion récupérer le point de collecte s'il n'y a pas suffisamment de déchets dans le camion. Autant optimiser le déplacement du camion et donc attendre que le point de collecte soit suffisamment rempli pour envoyer le camion. Et donc ça permet évidemment d'optimiser cette collecte des déchets. Alors il y a une problématique outre-mer, ça a été évoqué, hein, Monsieur Nem, vous l'avez évoqué, Camille, tu l'as évoqué également. Il faut mettre en place, il faut développer les filières. Vous avez avancé un chiffre, Monsieur Nem, assez important, ce chiffre de 25%, donc améliorer de 25% cette collecte des déchets. Donc je sais qu'outre-mer, il y a ce sujet de l'organisation des filières, de la rentabilité des filières. Est-ce rentable d'organiser des filières? Mais vous avez des éléments plus précis que moi pour en parler. Comment organise-t-on des filières rentables outre-mer quand on est à l'échelle du Nil? Alors comment on réfléchit à cette collecte des déchets? Là, vous avez des éléments que je ne vais pas développer. Ce qui est certain, c'est que outre-mer, vous avez aujourd'hui des opérations qui vont dans le sens de développement durable, des opérations écoquartiers de très grande qualité. Et le choix qui avait été fait il y a quelques années, ça avait été de dire qu'on n'allions pas faire une grille écoquartier spécifique à l'outre-mer. Il y a une grille écoquartier qui concerne les collectivités métropolitaines, qui concerne les collectivités d'outre-mer, qu'on soit en département d'outre-mer, que l'on soit en collectivité d'outre-mer. L'idée étant que, quelles que soient les collectivités, que l'on soit en métropole ou que l'on soit en outre-mer, les collectivités ont autant de moyens en tout cas, ont les mêmes capacités pour faire des opérations de grande qualité et ont les mêmes capacités à porter et à mettre en œuvre des opérations qui portent haut les enjeux du développement durable.
Il y a par contre des contextes à prendre en compte. Donc c'est un travail que l'on fait effectivement avec les départements d'outre-mer, où sur certaines questions, effectivement, il y a une contextualisation à faire de la démarche écoquartier et de la grille écoquartier. Mais soyez certains que les opérations écoquartier, que l'engagement des départements d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer est aujourd'hui au moins aussi fort que sur les collectivités métropolitaines. Et je crois savoir, Madame la Présidente, que l'on va continuer à travailler et travailler encore plus avec vous à Mayotte et qu'on viendra vous voir très prochainement. Merci, merci Monsieur Bessy. Alors peut-être une première réaction de Monsieur Guy Geoffroy, Monsieur le Président, président des Écomères depuis 2008 et puis qui a, depuis ces 8 dernières années, a rencontré beaucoup de nos adhérents et de nos partenaires sur les différents territoires et spécialistes également au Parlement des déchets. Oui, alors une première réaction qui sera peut-être une anticipation de ce qui m'amènera à m'efforcer de conclure tout à l'heure ces travaux. La question des déchets et le regard que l'on peut porter sur ce sujet vis-à-vis de l'outre-mer. Bon, j'étais en Nouvelle-Calédonie au début du mois de septembre sur un autre sujet qui est l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas une mince affaire. Mais quand on se déplace dans un territoire cher au cœur des Français, on voit tout. Et on découvre un certain nombre de choses qui ne semblaient pas évidentes, mais qui le sont. Et j'étais, il y a quelque temps, et nous y étions ensemble d'ailleurs, à La Réunion et à Mayotte, sur des questions là beaucoup plus centrées sur la problématique des déchets. Et j'y ai acquis une certitude qui n'était pas pour moi une découverte, mais qui était vraiment une confirmation, qui est que en matière de développement durable et au sein de la problématique du développement durable en matière de déchets, l'outre-mer, les outre-mer n'ont absolument pas à rougir. Elles sont par définition spécifiques, pour des raisons géographiques, climatiques, territoriales. Quand on est dans une île, on est dans une île, mais on peut également être dans une île pas loin de la métropole et les problématiques sont lourdes. Les problématiques des déchets en Corse sont tout sauf simples à traiter. Mais quand on est en Outre-mer, et où que l'on soit en Outre-mer, on a une vraie conscience et une vraie capacité à très rapidement prendre en charge la question des déchets et l'intégrer à des politiques publiques globales. Moi, j'ai été vraiment très impressionné, à Mayotte en particulier, de voir comment, partant de zéro pour ce qui concerne la collecte des emballages, on pouvait, et Eco-Emballage y a joué un rôle fondamental, que le gouvernement français d'ailleurs avait souhaité qu'il tienne, on voit comment les habitants de ce département, le dernier né des départements français, sont capables, avec quelle énergie, avec quelle réussite, j'allais dire avec quelle facilité, d'adopter la collecte sélective des emballages et d'une manière qui en Outre-mer ferait rougir plus d'un maire et plus d'une collectivité. Et tout ça, c'est pas étonnant, mais c'est extrêmement indicateur de la grande capacité de l'Outre-mer à être mobile, inventif sur toutes les questions de développement durable et en particulier sur celle des déchets. Bon, le métropolitain de base qui n'a pas la faculté d'aller régulièrement dans nos Outre-mer a peut-être cette image véhiculée, très déformée, selon laquelle en Outre-mer, on se moque un peu de tout, on a de l'espace et donc on laisse tout traîner et l'environnement est la dernière des préoccupations que l'on peut avoir. Et la réalité est complètement différente, elle est tout à fait à l'envers. Et je crois que l'Outre-mer est la démonstration sur cette problématique des déchets que l'on peut tout à fait être soi-même, avec ses problématiques, avec ses atouts, avec ses difficultés, qui la plupart du temps sont d'ailleurs l'envers du décor des atouts que l'on a, mais on peut, comme tous les citoyens éclairés d'un pays qui a envie de jouer sa partition pour le sauvetage de la planète, on peut être très efficient, très efficace et très en avance sur son temps sur la problématique des déchets. C'est ce dont je voulais témoigner dans un premier temps, parce que tout ce que je viens d'entendre ne fait que confirmer tout ce que j'avais moi-même découvert sans grande surprise, mais avec une vraie satisfaction et un vrai plaisir dans toutes nos Outre-mer, quelle que soit la spécificité de chacune d'entre elles. Merci, et c'est d'ailleurs ce que nous mettrons à l'honneur à travers le 5e concours, la 5e édition des Outre-mer durables. Monsieur Bessy, vous avez parlé tout à l'heure de mitage des territoires, de nécessité d'aménagement et de préservation. Alors nous avons voulu donner une
parole un petit peu différente, celle d'une organisation internationale que tout le monde connaît, la Ligue de protection des oiseaux, sur la nécessité et les moyens de préserver ce qui fait la valeur d'un grand nombre de territoires ultramarins aujourd'hui, la biodiversité, l'espace naturel, et qui attire encore beaucoup de métropolitains et au-delà sur ces différents territoires. Antoine Cady. Merci Maud. Bonjour à tous. Écoutez, oui, c'est vrai qu'a priori, entre aménagement urbain et gestion des déchets, une association de protection de la nature peut peut-être avoir une voix un petit peu dissonante, différente. Non, je crois que ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est déjà peut-être de se rappeler, vous le savez tous, mais je préfère commencer quand même par là, que la biodiversité, c'est la vie, que ces espèces, ces écosystèmes, leurs interactions, ces paysages qui constituent finalement les territoires sur lesquels nous nous trouvons, repose bien sur l'existence même de cette biodiversité dans toute sa richesse, hein, dans toute son abondance. Dans les Outre-mer, comme en métropole, pour tout un tas de raisons, et depuis bien longtemps, le développement humain et nos différents comportements s'est souvent traduit par une affectation, et on parle aujourd'hui de crise de la biodiversité, ce qui fait qu'effectivement, un certain nombre de services, vous savez, ces services écologiques, ces services écosystémiques qu'on a finalement décrit, appréhendé assez récemment, en 2005, les travaux du Millennium Ecosystem Assessment nous ont montré combien nos territoires, notre économie, notre avenir simplement en tant qu'hommes sur la planète reposait sur le bon fonctionnement de cette biodiversité. Et donc ces services, c'est la pollinisation, la fertilité des sols, la gestion de l'eau, la capacité de nos forêts d'évapotranspirer, etc. Sans parler bien sûr des océans et autres. Alors, évidemment, la parole que nous portons, nous, Association de protection de la nature, au-delà de nos actions de protection d'espèces menacées, de gestion d'espace et d'éducation, qui sont les trois piliers de nos préoccupations au quotidien, et évidemment à travers le partage de notre passion pour la nature, eh bien, c'est de rappeler, en particulier aux élus que vous êtes, eh bien, que cette richesse, vous en êtes responsable à l'échelle de cette peut-être plus petite maille utile à l'échelle du territoire qu'est la commune. C'est d'ailleurs cette préoccupation qui, en 2010, année internationale de la biodiversité, nous avait invité à créer ensemble un dispositif qui a été décliné assez largement en métropole et en outre-mer, hein, qui s'appelle les Atlas de la biodiversité communale. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que vous avez là, vraiment au carrefour même de tous vos enjeux d'aménagement urbain, la possibilité très simplifié d'accéder à un outil qui vous permet d'identifier les enjeux de biodiversité de votre territoire. Un dispositif mis à disposition par le ministère en charge de l'écologie avec un certain nombre d'outils qui sont encore une fois librement à votre disposition, qui vous permettent en fait eh bien de peser, de mesurer, de hiérarchiser l'ensemble des enjeux. Ce n'est pas simplement de faire une liste d'espèces exhaustive, et ça serait d'ailleurs bien, comment dire, bien ambitieux de ma part que de parler à une commune de Guyane ou de Nouvelle-Calédonie et de lui jeter cette ambition que de faire un inventaire exhaustif de ces espèces. Non, il s'agit vraiment de lister simplement ces enjeux. Éviter que l'aménagement urbain, éviter que le développement puisse finalement s'asseoir, faire l'économie d'un certain nombre de préoccupations qui, après coup, parce que le cadre réglementaire ou parce que simplement les services écosystémiques dont je vous parlais seront affectés, auront un effet négatif. Alors, ce que je voulais glisser aujourd'hui simplement, c'est qu'il y a un certain nombre de dispositifs et d'outils qui existent. J'ai rapidement parlé de celui des ABC, Atlas de la biodiversité communale. Donc il y a un site, hein, il y a un espace dédié sur le site du ministère de l'écologie. Mais il y a également un certain nombre de démarches, et je voudrais également dire un mot de la stratégie nationale biodiversité, donc cette feuille de route qui a été mise sur la table par différents gouvernements et différents ministères successivement, avec un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent, sur l'ensemble de nos territoires, encore une fois en Outre-mer, sur le territoire métropolitain, eh bien de savoir où nous allons, de fixer une ambition. Là encore, la prise en compte de la biodiversité au cœur même des différentes politiques sectorielles est un enjeu, et c'est un enjeu que vous devez vous approprier, que vous pouvez décliner. Et puis, de manière peut-être un petit peu plus pointue, et vous pouvez vous faire accompagner d'ailleurs pour appréhender ces sujets, des listes rouges existent. Et vos territoires étant disséminés un petit peu partout aux quatre coins de l'archipel France, sur cette belle planète, eh bien, des listes rouges vous permettent
de savoir quels sont les enjeux peut-être plus prioritaires sur votre territoire, parce que vous êtes une île, parce que vous êtes un département forestier, parce que vous êtes plutôt dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère nord, etc. Appuyez-vous sur le réseau associatif, bien sûr sur les services de l'État, mais là on en a déjà largement parlé aujourd'hui. Ils sont présents, ils sont à vos côtés, ils sont là pour ça. Mais appuyez-vous également sur le milieu associatif. Ce milieu associatif qui est extrêmement abondant, alors parfois a une vie un petit peu sinusoïdale hein, dans des territoires ultramarins ou d'ailleurs des territoires ruraux métropolitains. Alors certaines associations sont anciennes, historiques. Hein, je pense, je sais pas, au GEPOG, à la CEOR, qui existe depuis maintenant plusieurs décennies, donc à La Réunion, en Guyane, par exemple, mais d'autres également en Nouvelle-Calédonie, font leur chemin. Et puis, sur certains territoires, eh bien, c'est aussi peut-être faciliter l'émergence de la dynamique associative en permettant à ces experts de se réunir, de peut-être formaliser cette expertise à travers une vie associative sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour identifier des priorités, peut-être pour travailler avec vous sur des dossiers de développement, mais également pour emmener vos populations à travers des démarches de sensibilisation, des démarches pédagogiques, des démarches de sortie nature, de découverte. Il faut vraiment, bien sûr, vous avez la conscience de cette biodiversité, mais il faut vraiment que vous la partagiez avec l'ensemble de vos concitoyens. Ce n'est pas toujours évident parce qu'à court terme, eh bien, on pense tous portefeuille, qualité de vie, et quand je dis qualité de vie, on pense température, déplacement, gestion des déchets, accès à la télévision, au téléphone. Et ça, c'est pareil en Outre-mer, c'est pareil en métropole. Mais in fine, cette qualité de vie, on sait combien elle est étroitement liée, de manière plus ou moins directe, plus ou moins immédiate, certes, au bien-être, à l'épanouissement de cette biodiversité. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Et puis, peut-être s'il me reste un instant, Maude, dire que, évidemment, donc, nous avons dans quelques semaines désormais la COP21. La COP, alors tout le monde en parle. Et vous en parlez, j'imagine, dans vos territoires encore plus que peut-être qu'ailleurs, parce que l'impact du dérèglement climatique vous touche, changeant les marées, changeant les climats, changeant les précipitations, et donc bien sûr affectant la qualité de vie de l'homme sur ces territoires, mais également affectant la biodiversité. Et donc il nous faut agir et collectivement. Et donc pour que cette mobilisation soit l'affaire de tous, nous avons décidé, les écomères, un certain nombre de partenaires et la LPO, de peut-être faciliter l'accès à un déclencheur. On a appelé ça l'arbre du climat. Et si l'arbre a une résonance forte sur le territoire métropolitain, il a une résonance certainement encore plus forte dans un certain nombre de territoires ultramarins. Et donc, à l'instar de ce qui s'est déjà fait d'ailleurs à La Réunion, de ce qui se prépare en Guyane, il y a d'autres. En Guadeloupe aussi. Alors en Guadeloupe aussi, parfait, voilà. Emparez-vous de cette opération Un arbre pour le climat pour que ces plantations symboliques d'arbres permettent en fait de mobiliser vos concitoyens, de partager avec eux les engagements que vous souhaitez prendre, de les écouter, mais également de les emmener, de les projeter vers ces engagements qu'il va falloir que nous prenions collectivement, de changement de comportement et d'ambition. Voilà, merci. Merci Antoine. Et puis parmi les prochains arbres qui seront plantés, celui à l'Assemblée nationale avec le président Guy Geoffroy et le président de l'Assemblée nationale Claude Barthelone le 17 novembre. Voilà pour notre manifestation, vous êtes bien entendu conviés. Alors peut-être pour avoir un autre regard, je me tourne vers Vincent Renard qui représente l'IDRI qui a été créé en 2001, qui est un peu l'interface entre la recherche et la décision. Si on peut résumer ça aussi brièvement. C'est une bonne définition. C'est une bonne définition et on avait envie d'avoir votre regard parce que justement tout ne se fait pas d'en haut ou d'en bas, mais on a besoin d'acteurs intermédiaires. Bien, écoutez, à l'intérieur de ça, je ne vais pas parler au nom de l'IDRI global qui a été créé et dirigé par Laurence Tubiana, qui maintenant c'est le bras droit de Laurent Fabius pour la préparation de la COP21. Donc c'est important. À l'intérieur de ça, ce dont je me suis occupé, c'est la planification urbaine, l'urbanisme. Que fait-on des territoires? Et là-dessus, je voudrais dire très rapidement trois ou quatre points. Bon, d'une part, ce que je connais, j'ai quand même beaucoup navigué. Je connais très peu les Outre-mer. Alors, je mérite d'être crucifié en place de Grève. Mais par contre, j'ai beaucoup navigué en Asie, Corée, Japon, et puis en Amérique du Sud, beaucoup. Je veux dire qu'il m'est arrivé de voir d'autres territoires que notre cher Hexagone. Et me frappe
à l'intérieur du contexte où les questions de développement durable sont cruciales, comment il y a des contradictions entre le mode de développement de nos sociétés et les impératifs du développement durable. Alors je prends juste deux ou trois petits points. J'entendais dire tout à l'heure, c'est vous, je ne sais plus qui le disait, la clé c'est la commune. Certes, mais je crois que nous avons un véritable problème de structuration des collectivités locales entre les différents échelons. Je vois beaucoup de pays qui sont dans un état de confusion des niveaux de décision. Et il y en a au moins 5 ou 6 maintenant. Pour prendre le cas de la France, il y a la commune, l'intercommunalité, le département, la région, la nation et l'Europe. Ça fait déjà beaucoup. Et donc je crois qu'on est face au contraire à un problème d'identification claire et de différenciation. L'Angleterre, Cameron vient d'annoncer qu'il allait faire une réforme tout à fait brutale pour redonner du pouvoir aux communes. Bon, je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis simplement que cette confusion pose des problèmes au bord de l'insoluble qui se cumulent avec un autre problème et qui se pose partout. Et dans les Outre-mer, ça m'étonnerait que ce ne soit pas présent, c'est l'articulation entre le pouvoir de planification, d'urbanisme, construction et tout ça, et le pouvoir financier. Or, je vois de plus en plus de pays, à commencer par la France, où il y a des connexions entre un système fiscal, devenu en général complexe et souvent trop complexe, et un système de planification urbaine et de maîtrise du développement du territoire qui pose des problèmes particuliers. Donc tout ça, c'est plutôt un appel à des clarifications. Alors, un deuxième point, directement lié à ça, c'est l'évanescence de la planification stratégique. Le mot stratégique, ça fait très chic dans un colloque, mais de fait, les endroits où il y a des réflexions stratégiques sont en voie de réduction, sinon de disparition, dans de plus en plus de circonstances. Alors que je pense qu'il y a là quelque chose de tout à fait crucial, c'est précisément la réflexion stratégique. Alors, un petit point, c'est presque pour rire. On estime qu'en 2050, 70 à 80% du territoire, les occupations actuelles seront les mêmes. C'est-à-dire que ce que l'on a construit sera encore là. Ça, c'est pour souligner l'extraordinaire inertie des mécaniques. Alors, faire des écoquartiers, c'est très bien, mais on ne va pas changer le monde parce qu'on aura fait quelques écoquartiers. 70 à 80% du territoire, les occupations actuelles seront encore les occupations en 2050. Donc cette inertie, il faut la prendre en compte. Ça ne veut surtout pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut dire qu'il faut réflexion stratégique, en intégrant cette dimension-là de tous ces aspects. Et je pense en particulier sur ce point, sur les infrastructures de transport, en particulier autoroutières, qui sont des déterminants. Si je le souligne un instant, c'est parce qu'à l'intérieur de l'Union européenne, dans les Outre-mer, encore une fois, je ne connais peu, vous pourrez commenter, mais à l'intérieur de l'Union européenne, on a de plus en plus de déconnexion entre le développement effectif qui se produit et la structuration qu'on a voulu lui donner. Bon, je prends le cas de l'Espagne, j'aurais pu en prendre d'autres. L'Espagne s'est développée complètement en marge de ce qu'étaient les plans d'urbanisme. Il y a des villes nouvelles en Espagne qui sont strictement vides parce qu'elles ont été construites pas là où il fallait, pas des logements correspondant aux besoins de l'époque, et on a de plus en plus une déconnexion entre ce que l'on construit et les attentes des habitants. Alors ça, c'est un problème très lourd qui, économiquement, ce sont évidemment des bombes à retardement, mais sur le plan de la décision, ça interpelle le rapport entre l'État, la région et le niveau local. Alors, il n'y a pas une solution simple. Je le souligne plutôt comme un challenge émergent depuis maintenant plusieurs années. Bien, et alors plus généralement, c'est ce qu'on appelle maintenant le mouvement des shrinking cities, c'est-à-dire toutes ces grandes villes qui deviennent des non-lieux. Alors je connais pas mal la Russie, où il y a des shrinking cities autant que vous en voulez. Vous pouvez en voir en Allemagne de l'Est aussi.
Donc la déconnexion entre des mécaniques de planification urbaine qui sont bourrées de bonnes intentions, mais qui manquent de la mécanique de mise en œuvre à la fois politico-administrative et financière. Je vais être obligée de vous laisser un peu à la fin parce qu'on vient de m'annoncer que la ministre des Outre-mer arrive, ce qui bouscule notre planning. Avec plaisir la place aux Outre-mer. Mais en tout cas, merci. Et puis peut-être juste un dernier mot, si on veut retrouver vos travaux ou si on veut se joindre à vos réflexions. Oui, absolument. Il y a un site qui s'appelle Vincent Renard. Vous trouverez tout ce que vous voulez. Ou le site de l'IDRI, il y a des choses également. IDDRI. Et puis, voilà. Et puis, on pourra transmettre les coordonnées. Je vais juste remercier nos intervenants avant de donner de la parole en conclusion à Monsieur Geoffroy. Et puis après, nous rejoindrons l'espace des cocktails. Je donnerai les précisions techniques. Monsieur le Président. Merci. Et confus de prendre le relais au risque, bien évidemment, qui n'est pas tout à fait un risque, mais un honneur d'être interrompu par la ministre en personne. Je relis le tableau. L'aménagement urbain et la gestion des déchets au cœur de la planification durable. C'est ce dont vous avez parlé, avec beaucoup de précision dans la proximité et beaucoup de globalité dans la stratégie qui doit être mise en œuvre pour que justement cet intitulé corresponde à une réalité. Moi, je voudrais vous délivrer un double message. Un message de très grand optimisme sur le sujet, doublé d'un message de volonté, les deux étant totalement liés. Pourquoi un message d'optimisme? Les plus anciens ici, je commence à en faire partie, se souviennent certainement de ce qu'était la stratégie, ou plutôt l'absence totale de stratégie des déchets dans notre pays. Avant les sacs plastiques, dont on dit pique-pendre aujourd'hui, mais qui ont été bénis quand on les a créés, pour qu'on y mette ces déchets que jadis on mettait là où on le pouvait, sur le trottoir, avec une seule ambition, qu'on nous en débarrasse. On paye, qu'on nous en débarrasse, on ne veut pas savoir du tout. Ce sont des déchets, des produits impurs. C'est tout juste si on acceptait à l'époque l'idée qu'ils viennent de nous, c'était des déchets. Je ne dis pas qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde idyllique, mais nous avons considérablement avancé. Le déchet dont on ne voulait pas et dont on confiait le soin de s'en dépêtrer, quelle que soit la manière dont on le livrait à ceux qui allaient nous l'enlever, est devenu aujourd'hui, pour la plupart de nos concitoyens, un produit. On comprend, quand on est un citoyen de base dans n'importe quelle collectivité de notre pays, qu'à partir du déchet, pour peu que l'on ait fait l'effort d'en produire le moins possible, de le trier autant qu'il est possible chez soi, et c'est possible, et ensuite de le confier à des gens qui ont réfléchi à la bonne organisation dans les traitements successifs des déchets, la partie organique qu'il est idiot de brûler, qu'il faut rendre à la terre, et puis ensuite tout ce qui peut être valorisé et qui doit être valorisé selon l'histoire, la capacité et la stratégie de chaque territoire. Et puis ensuite, bien sûr, ce déchet ultime sur lequel on ne cesse de progresser pour qu'il soit le moins important en volume et le moins péjoratif en ennuis environnementaux, pourrais-je dire. On a donc énormément progressé. Et aujourd'hui, on est dans une phase nouvelle qui est la phase de la concentration du développement de l'homme dans son environnement, parce que justement, on veut de plus en plus, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, faire en sorte que cette urbanisation en tache d'huile qui a été notre gloire pendant longtemps et qui est aujourd'hui une forme de honte qu'on essaie de cacher sans trop y parvenir, que cette urbanisation en tache d'huile, dont nous voulons qu'elle cesse parce que nous savons quels sont les dégâts qu'elle occasionne, a des conséquences, et a des conséquences en milieu urbain. On ne peut pas dire que nous devons continuer, parce que nous en avons besoin, construire des logements, si on ne sait pas à quel endroit on va les construire. On ne veut plus les construire sur les champs. Et moi, ma commune, qui n'est pas géniale, a décidé de rendre 160 hectares à l'agriculture alors qu'ils étaient promis au développement dans le schéma de la région parisienne. Je ne suis pas le seul à l'avoir fait, mais je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Ben, ça a une conséquence. Et la conséquence, c'est qu'il faut plus construire, mieux construire en milieu urbain, rendre plus acceptable
ce qui a priori ne l'est pas, puisque tout le monde sait qu'on veut un logement pour son enfant, mais surtout pas à côté de chez soi, parce que ça serait un problème insoutenable. Et puis, ma maison qui va perdre 30% de sa valeur du jour au lendemain, si vous me mettez un logement à côté de chez moi, on connaît tous la musique, et c'est une musique à laquelle tous les maires sont confrontés. Si je vous dis ça, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de projet possible, que ce soit dans un écoquartier, que ce soit dans un secteur déterminé d'une commune, là où le maire a la capacité à dire, à faire et à suivre. Il n'y a pas de construction possible sur une échelle à la hauteur des besoins sans que la question des déchets soit totalement intégrée à la stratégie globale. Et pourquoi ce message d'optimisme est doublé d'un message de volonté? Tout simplement parce que ça marche. Aujourd'hui, le maire qui est confronté à de multiples propositions venant de multiples constructeurs qui veulent là faire 30 logements, là 40 logements, là 50 logements, en regroupant 2 ou 3 parcelles au cœur d'une ville où on croyait que plus jamais il n'y aurait de construction, eh bien si, il va y en avoir. Eh bien, ce maire, quand il explique aux constructeurs que là où nous allons avoir 10 poubelles jaunes, 10 poubelles vertes, 10 poubelles bleues, marron, enfin ça dépend de la couleur des bacs. Le jour où on se mettra d'accord, on sera vraiment fantastique. Qu'au lieu d'avoir toutes ces poubelles, d'avoir un endroit pour les stocker, et puis ensuite quelqu'un pour les sortir et pour les rentrer, il vaut mieux, et non seulement il vaut mieux, mais il faudra impérativement prévoir des bacs enterrés correspondant au nombre de poubelles que l'on trouve dans un bac enterré, c'est en gros une quarantaine d'entre elles. Eh bien, quand on dit ça à un promoteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « moi, je fais tout de suite ». Parce qu'il a compris que ça lui faisait un espace inférieur à utiliser que l'espace pour ranger les poubelles et pour les faire cheminer sur les trottoirs. Il a compris également que la copropriété, que ce soit un bailleur social ou que ce soit une copropriété en accession, sera tout à fait partante pour avoir moins de charges possibles. Et la charge, c'est quoi? C'est le paiement de la personne à qui on va demander le dimanche soir, et il n'y en a pas beaucoup qui sont d'accord pour le faire, de sortir les poubelles, ça lui prend 1 heure. Mais quelqu'un qui le soir va consacrer 1 heure le dimanche à aller sortir les poubelles de telle résidence, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. Moi, je le vis dans mon territoire et beaucoup le vivent. Donc, c'est une économie substantielle et, je dirais même, une intelligence en plus. Donc, les efforts, les progrès que nos concitoyens sont capables de faire sur les déchets parce qu'ils ont compris comment ça marche, eh bien, ces efforts me poussent à un très grand optimisme. Et la volonté, telle que c'est notre mission à tous, de la susciter, de l'accompagner, de la rendre possible de la part des élus, peut faire que nous ayons effectivement au cœur du renouvellement urbain tel que nous sommes amenés à le pratiquer de plus en plus dans le cadre de la grande stratégie nationale qui est du halte à l'étalement urbain, halte à la consommation d'espaces qui sont nécessaires pour autre chose, et oui, à une écologie urbaine réelle, intelligente, lisible par tous nos concitoyens. Eh bien, ce volontarisme des élus, il existe. Il a fait ses preuves, et je crois que ce partenariat qui aujourd'hui a eu la possibilité de s'exprimer ici, et votre présence à toutes et à tous, que ce soit en métropole ou que ce soit dans les Outre-mer, tout cela prouve que nous avons la capacité d'avancer encore et de faire en sorte que, y compris dans nos villes, le déchet ne soit pas un problème, mais soit une solution, et nous permettre, vous le disiez tout à l'heure en évoquant la Nouvelle-Calédonie, et je crois que ce que vous avez dit sur la Nouvelle-Calédonie est valable pour tout le territoire français, effectivement, pouvoir faire son compostage local en proximité, et qu'ensuite les jardiniers de la résidence ou les jardiniers de la commune puissent récupérer le compost pour ensuite redonner à la terre ce qu'on lui a pris sous forme de matière organique. Tout ça, ce n'est pas une bluette qu'on lit dans les livres, c'est une réalité, pour peu qu'on veuille se donner les moyens de la mettre en place et ensuite de la faire prospérer et de la faire valider par nos concitoyens. Plus ils verront que la manière dont on traite les déchets en ville conduit à ce qu'on ait des véhicules propres pour faire la collecte parce qu'on aura produit du biométhane qui ensuite sera transformé en biocarburant, qui auront compris que plus ils trient à la source, plus le tri qu'ils font est un bon tri, et ils sont les meilleurs pour le faire, plus grande sera la retombée en énergie d'un côté et en produits recyclés de l'autre. Plus tous ces efforts
seront consolidés par la vérification que les collectivités mènent la danse et la mènent comme il faut le faire, plus je crois nous irons tous ensemble dans ce cercle vertueux dont les contours ont été tracés tout au long de cette séquence que vous venez d'animer, et plus nous irons vers le déchet matière première, le déchet produit, le déchet nécessaire, et non pas ce déchet dont on voulait se débarrasser et dont on a depuis regretté de ne pas avoir eu plus tôt l'intelligence de le prendre pour ce qu'il était, non pas un fardeau, mais une chance probablement pour une gestion équilibrée, dynamique et volontariste de nos collectivités. Merci à tous. Merci Monsieur Geoffroy, merci à nos différents intervenants, on peut les applaudir également.